Je prends monsieur tout le monde, là, vraiment, tu sais, toi et moi, tu sais, supposons qu'on n'avait pas de background dans l'immobilier, on veut investir demain. C'est quoi nos options? C'est soit écouter nos potes qui ont jamais investi, qui sont les pires des conseils à suivre, soit c'est écouter certaines personnes qui vous disent non, 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 faites pas ça, c'est dangereux, ne vous lancez pas. Soit, si vous voulez vraiment aller plus loin, aller chercher des formations, ce qui est très bien. Mais supposons que vous n'avez pas pour ambition de vous monter un gros parc. Là. Vous voulez juste, c'est chaud au début, je vais m'acheter juste un petit lopin de terre ou une petite propriété pour pouvoir. Je suis ce qu'on appelle un petit investisseur. C'est quoi ce qu'ils ont comme option aujourd'hui? Ils ont rien. Tout ce qu'ils ont, c'est se auto-former sur Internet et c'est très dangereux. Donc là, l'idée pour nous, c'est de dire comment est-ce qu'on peut vraiment permettre au plus grand nombre de monde possible d'avoir accès à de l'information de qualité pour pouvoir investir sans pour autant se mettre en danger. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je suis avec Uriel Pigot, qui est un entrepreneur, consultant, investisseur, je sais pas encore, avec des trucs en Père heure. de famille, père de famille, père de famille. Père de famille. boulot. Donc, je suis très content de te recevoir ce soir. On va parler de ton parcours, on va parler de plein de choses, mais on va surtout parler de Upkey Solution. Est-ce on rajoute solution? Ouais, ou Upkey Solution, les deux se disent, ouais. Upkey Solution qui est une application, une entreprise, une application qui opère dans l'écosystème de l'immobilier en général. Tu vas nous parler de ça dans les détails. C'est quelque chose d'assez particulier qui vient comme ça un petit peu disrupter un marché qui était déjà assez où il n'y a pas trop il y a pas trop d'évolution quand tu regardes. Il y a de cela 15 ans, 20 ans, il n'y a pas beaucoup d'évolution. Il y a beaucoup de choses qui se font encore à la mano. Tu vas nous expliquer tout ça, mais avant, je te propose de te présenter, Uriel. Moi, je m'appelle Uriel. Je suis originaire du Bénin, un petit pays en Afrique de l'Ouest. J'ai grandi quand j'étais tout petit en Belgique jusqu'à l'âge de 8 ans. Mes parents étudiaient là-bas. Ils étaient à Bruxelles. Puis on est rentré au Bénin. J'ai grandi jusqu'à 18 ans au Bénin, où est-ce que j'ai eu mon bac. Pour ceux qui se souviennent de ce que c'est que le bac à l'époque, je pense que c'est plus d'actualité aujourd'hui. J'ai eu mon bac à Cotonou. Puis après, j'ai bougé en France pour faire mes études, un diplôme d'ingénieur en technologie de l'information. Ce qui s'est passé, c'est que j'étais entre la France, entre les États-Unis, la Chine. J'ai pas mal bougé parce que justement, je voulais acquérir un maximum de culture, travailler ma langue aussi. Puis une fois que j'ai fini mes études, j'ai commencé à travailler en région parisienne de 2008 jusqu'à 2012. Puis à un moment, je voulais reprendre à voyager, je voulais découvrir d'autres pays. Et c'est comme ça que j'ai jeté mon dévolu sur le Canada. Au début, j'avais le choix je voulais aller en Amérique du Nord, donc j'étais plus attiré vers les États-Unis. Mais on va dire que le taux de mortalité des gens de race noire aux États-Unis est quand même assez élevé. Du coup, j'ai choisi d'aller au-dessus de la frontière et c'est comme ça que... Comme raison, le taux de mortalité, c'est dégueu. Et du coup, j'ai bougé après au Canada. Puis écoute, je suis là au Canada depuis 2012. Je suis venu ici avec ma femme, puis entre-temps, on a construit une famille, on s'est construit un certain nombre d'entreprises, beaucoup dans l'investissement immobilier. Mon activité principale aujourd'hui, c'est la consultation en technologie de l'information. Donc, je suis consultant de TI. C'est assez intéressant d'un point de vue gestion de cash flow, puis aussi en termes de possibilités, de levier pour investir. Puis là, je suis tranquillement en train de transitionner vers une autre activité qui est justement Upkey, qui est, au fait, si tu veux, une startup qu'on a partie avec mon partenaire Christophe Armaeus, où est-ce qu'on on veut offrir des solutions aux petits investisseurs dans le domaine de l'immobilier pour leur permettre d'être plus en contrôle de leur investissement immobilier. On a parti ces startups-là. On a une autre division où est-ce que lui et moi, on est en train d'aller chercher actuellement on est actuellement en train d'investir massivement aussi dans certaines villes autres que Montréal. On pourra en parler tantôt, des villes comme Sherbrooke.
Puis, c'est pas mal ça qui me tient occupé. Puis là, tranquillement, on est en train de transitionner. Christophe aussi était consultant. Puis là, tranquillement, on transitionne à 100% vers Upkey, qui est pas mal un peu ce qui va, je te dirais, nous occuper énormément dans les années qui viennent. Donc, c'est un peu ça, mon parcours. Puis, Uriel, je suis père de 3 enfants, vient à Montréal. Puis, on essaie d'enjoy la life au maximum. Yes, yes. Trop ouf. Donc, on va parler, on va revenir sur cette application-là et aussi sur tes investissements perso. Moi, je te connaissais sans te connaître. On parlait en off justement parce que lorsque j'ai commencé à bosser avec mon associé qui est ton ami, Florian Moncam. Il fallait faire quelques recherches un petit peu sur des gens qui font des trucs. À l'époque, tu avais ta chaîne YouTube qui existe toujours, même si tu publies plus dessus. Là, il y avait plein d'éléments là-bas que j'allais piquer de temps en temps chez toi pour soit réexploiter pour nos publicités, pour nos campagnes paid ou même pour de la retranscription textuelle. Il y a plein de choses dont j'ai eu à aller faire comme ça de l'espionnage industriel à maintes reprises sur ta chaîne YouTube. Et sans savoir même que tu étais ami avec Florian, quoi. Donc, c'est assez intéressant de voir déjà que tu as ce profil d'investisseur dans le dur qui combine maintenant sa casquette d'ingénieur pour créer comme ça une tech au service justement de ce marché-là qui est un petit peu, il y a beaucoup d'antiquité. Tu vas nous dire ça, c'est quoi la situation jusqu'ici dans ce marché-là globalement, avant de parler de l'application, de ce que l'application va apporter comme facilité, comme renouveau? Ok. Si tu regardes au niveau mondial, le domaine qui génère le plus d'argent, c'est le domaine financier finalement. Puis au sein des services financiers, le vertical qui est le plus important, c'est l'immobilier. La réalité aujourd'hui, c'est que c'est un domaine qui a été très très faiblement digitalisé sur les dernières années parce que les gens ont leurs habitudes de faire. Moi, je parlais avec un investisseur qui est actuellement à New York, il était à Paris avant. Là, quand il veut investir, il va sur Internet, il a ses habitudes, il y a 3-4 pages où est-ce qu'il va fouiller l'information. Je parlais avec un bon ami à moi, Herman, qui est actuellement en région parisienne. Puis ce qui est cool en France, c'est qu'il y a ce qu'on appelle l'open data, donc tout est ouvert, tout le monde y a accès. Il va fouiller sur plein de sites différents. Puis on s'est dit, mais ça fait quand même pas de sens qu'en 2020, aujourd'hui, ou c'était en 2019, qu'on continue encore d'investir de façon archaïque dans l'immobilier. Puis, il y a les gros joueurs, tu sais, il y a les grosses institutions, les fonds les REITs, les fonds de pension, tu sais, au Québec, tu as le fonds de pension des Québécois, je sais que j'oublie le nom, mais bref, c'est des grosses institutions qui investissent énormément, que ce soit les assurances, les fonds de pension. Et tu as des joueurs en dessous qui sont finalement aussi un peu plus petits, donc c'est des REITs aussi, mais l'état intermédiaire. Ces gens, ils savent exactement ce qu'ils font, ils savent exactement ce qu'ils achètent. Mais quand tu regardes la grosse masse, monsieur, madame, tout le monde aujourd'hui, quand ils veulent investir en immobilier, ils y vont un peu au guessing. C'est, je pense que là, c'est bon. Ou soit ils passent par des formations, puis là, ils prennent des bonnes connaissances, ils sont un peu plus outillés. Mais des fois, tout le monde n'a pas forcément les moyens d'aller chercher la formation, ou tout le monde ne veut pas forcément professionnaliser l'investissement. Il y a des gens qui veulent juste acheter leur petit appartement ou leur petit duplex et être content avec. Et ces gens-là, aujourd'hui, ils ont aucun outil pour vraiment pouvoir faire des recherches et être confiant que ce qu'ils achètent fait du sens ou est rentable. Ce qu'ils doivent faire, c'est faire confiance de façon aveugle à leur courtier immobilier qui, quand tu regardes un peu dans les faits au Québec ou au Canada, le courtier immobilier de l'acheteur est payé par le vendeur. Donc déjà là, il y a un gros conflit d'intérêts qui dit pas son nom. Je dis pas que les courtiers sont malhonnêtes, bien au contraire. Je trouve que c'est des bons conseillers dans une transaction. Ils ont un biais, en fait, de par le fait qu'ils sont c'est ça. Ils auront tendance, même inconsciemment, Si tu veux être en contrôle de ton investissement, tu pourras prendre tes propres décisions. Ça te prend toujours un conseiller pour t'amener jusqu'à la ligne d'arrivée, mais tu veux être en mesure de pouvoir faire tes propres analyses. Et Christophe et moi, tu vois, l'année dernière, on était en train de négocier un parc immobilier. Puis, à la dernière minute, le vendeur nous dit comme ça, by the way, les boys, vous allez assumer mon hypothèque. En gros, le vendeur voulait qu'on reprenne son mortgage. Ben ça a un gros impact sur nos calculs de rentabilité. Puis là, on s'est mis à sortir nos ordinateurs, à faire des calculs. On s'est dit, fuck, ça fait pas de sens qu'en 2019, on soit encore à ce niveau-là. Aujourd'hui, on a une application pour trouver une femme, on a une application pour trouver un restaurant, on a une application pour trouver un taxi. C'est pas normal qu'on n'ait pas une application pour trouver un bien immobilier, pour analyser correctement un bien immobilier. Et c'est comme ça que c'est parti. C'est un peu parti de là. Avec Christophe, on s'est dit, on va créer un produit pour nous-mêmes. C'est vraiment parti de là.
Puis faut voir que nous, on a une passion qui est l'immobilier, mais on a aussi une formation qui est la technologie. Et on s'est dit, c'est génial, ce projet nous permettrait vraiment de mettre les deux ensemble. Et c'est comme ça qu'on a parti le UpKey, qui en mot court veut dire upgrade your key. Donc en gros, ça veut dire augmente ou upgrade ou améliore. Puis clé, ça veut dire key, c'est clé. Donc en gros, augmente ton nombre de clés, augmente ton nombre de portes, augmente ton nombre de bâtiments ou augmente ton nombre d'outils. C'est un peu comme ça qu'on l'a créé. On veut être une boîte à outils qui permet aux investisseurs justement d'avoir les outils dont ils ont besoin pour entrer dans les deals en étant confiants qu'ils entrent dans les deals. C'est comme ça qu'on a parti la compagnie. Puis on a sorti notre premier produit qui a été nommé d'après la compagnie, qui s'appelle aussi UpKey, qui aujourd'hui est une plateforme d'analyse qui permet de créer un bien, de voir sa rentabilité, de voir comment tu peux le financer, de voir le comparer à d'autres biens qui ont été vendus dans le secteur, voir un peu c'est quoi les loyers dans le secteur, puis voir ton bien où est-ce que tu peux l'amener d'ici 2 ou 3 ans. C'est ça un peu l'outil qu'on a mis actuellement en place avec UpKey. Yes. Peut-être pour aller dans le cœur même du réacteur, comment est-ce que cet outil, au-delà de ce que vous avez, les lignes de code que vous avez mis à l'intérieur, comment cet outil est capable justement de donner toutes ces informations? Est-ce que ce tool a comme ça des accès à des data, à des informations que peut-être la personne lambda n'a pas forcément sous sa main, ou alors c'est la capacité de cet outil à mettre toutes ces informations qui sont déjà disponibles, mais de façon logique au point de faire ressortir une information pertinente? C'est exactement ça. C'est de la data qui est disponible partout au Canada, Statistique Canada, tu as plein de data qui est disponible un peu partout, mais c'est juste qu'elle n'est pas colligée et elle n'est pas présentée à l'utilisateur de façon intéressante. Tu sais, dans la data, tu as ce qu'on appelle les 4 V. Tu as la véracité de la data, tu as la vélocité de la data, tu as la variabilité de la data et le volume de la data. La data, elle existe, mais si tu n'es pas en mesure de la prendre et de la présenter de façon correcte à l'utilisateur, elle ne lui sert strictement à rien. Donc, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on prend cette data-là, on la présente de façon intelligente, on a des algorithmes assez puissants qu'on a construits, puis là, on est en train de rajouter toute une couche d'intelligence artificielle. C'est pas plus tard que ce matin, on discutait avec quelqu'un qui est connecté avec les plus hautes instances de l'intelligence artificielle à Montréal. Montréal, au passage, qui est l'une des plus grosses plateformes d'intelligence artificielle au monde. Puis on est connecté avec ces gens-là, puis on est en train de mettre en place des choses vraiment puissantes. Donc, je donne un peu un exemple, puis c'est un peu un scoop. On va être en mesure de te dire, en fonction de ce qui s'est passé dans le passé, voici la ville ou le quartier ou la rue dans laquelle c'est le plus intéressant d'investir parce que c'est là où tu vas l'acheter le moins cher et tu vas le revendre le plus cher. C'est la puissance de la data et de l'intelligence artificielle. Tout ça vient soutenir maintenant l'application qui est livrée à l'utilisateur dans un format qui est vraiment user-friendly. Puis ça, c'est une de nos grosses forces. On a vraiment une interface qui est user-friendly. On rajoute continuellement du contenu pour pouvoir justement éduquer puis informer l'utilisateur sur ce qu'il est en train de faire parce que tout le monde a des niveaux de connaissances un peu différents. Mais c'est vraiment ça notre force, quelque chose qui est vraiment orienté utilisateur, user focus et qui livre beaucoup de valeur. C'est assez intéressant. Et aujourd'hui, est-ce que c'est quelque chose qui s'adresse à une catégorie de personnes? Je veux dire, si juste pour des investisseurs, ma question, c'est plus par rapport à ce que tu as dit en début d'émission. Les gens, ils achètent pas forcément pour avoir une certaine rentabilité. Il y en a qui veulent juste faire du one shot ils veulent juste avoir un ou deux duplex maxi et puis pas forcément être un professionnel du truc. C'est qui la cible en fait de cet outil que vous avez mis sur pied? On vise les investisseurs, donc que ce soit le petit investisseur, monsieur, madame, tout le monde, qui veut acheter son duplex, tu sais, qu'il pourrait acheter son appartement et vivre dedans, mais il se dit, je veux acheter un immeuble à rapport qui a 2 unités, donc un duplex, je vais vivre dans l'une d'entre elles et je vais générer un revenu locatif en haut. Donc, c'est vraiment du petit propriétaire, monsieur, madame, tout le monde, jusqu'au propriétaire expérimenté qui va avoir 5, 6, 7, 8 biens différents, des 5 logements, des 10 logements, des 20 logements, et qui veut pouvoir comprendre c'est quoi la valeur de ce qu'il est en train d'acheter, comprendre comment est-ce qu'il va financer ce qu'il est en train d'acheter, comprendre aussi
le potentiel, c'est-à-dire le bâtiment que j'achète aujourd'hui, je suis en mesure de prédire que dans 2 ou 3 ans, voici ce qu'il va valoir. Et c'est comme ça qu'il est en mesure de calculer sa rentabilité. Donc, on s'adresse vraiment à un large éventail d'investisseurs, que ce soit le tout petit ou le très grand. On s'adresse aussi derrière aux courtiers immobiliers. Donc, c'est un peu nous, on pense vraiment ils font partie intégrale de la solution. Il faut digitaliser l'industrie de l'immobilier, mais on peut justement. Là, est-ce qu'il n'y a pas plutôt un conflit? Parce que j'allais plutôt dire, vu que vous venez un petit peu, entre guillemets, je m'excuse du terme, niquer le game, parce que là, vous cassez tout un système qui était bien établi. Est-ce qu'il n'y a pas plutôt, est-ce que les courtiers ne vous voient pas plus comme des ennemis, comme des personnes qui viennent comme ça gâcher le business? Bien sûr, justement, non, parce que il te faut quand même un courtier pour aller dans la transaction. Et justement, ce que nous, on a constaté, c'est qu'il y a beaucoup de transactions qui n'aboutissent pas parce que il y a un manque soit d'éducation ou de communication entre les courtiers et les acheteurs. Je vous donne un exemple concret. Mais il y a une propriété que je voulais acheter l'année dernière au mois d'août. Elle est sortie sur le marché, puis le courtier qui la vendait était très arrogant. C'était encore la période faste de l'immobilier où est-ce que tu mets un bien sur le marché, il peut être pourri comme c'est pas permis, il va y avoir 20 acheteurs derrière. Puis, moi, j'ai vu, honnêtement, le bien était intéressant, mais le prix auquel il était affiché était trop élevé parce que ça complexifiait le financement derrière. Mais ça, moi, je l'ai compris parce que j'ai des bases très avancées en calcul de rentabilité. Puis, tu peux expliquer rapidement, hein, parce que on a brossé là en début d'émission. T'es toi un investisseur, tu as investi à titre personnel. Je crois en France, non? J'ai investi en France avant de partir et j'ai continué à investir en France en étant au Canada parce que j'ai une stratégie qui est vraiment, on pourra en parler tantôt, j'ai une stratégie pour la France et une stratégie pour le Canada, c'est deux stratégies différentes et j'ai une autre stratégie pour l'Afrique que je suis en train de développer actuellement. On pourra s'en parler, on va revenir dessus, on va juste essayer de terminer déjà sur l'application. Puis la transaction n'a pas abouti parce que finalement, le courtier est parti avec un acheteur qui n'avait pas la mise de fonds nécessaire parce qu'il n'avait pas compris ce dont il avait réellement besoin pour acheter ce bien-là. Je donnais un exemple à très haut niveau. Certains biens à Montréal, les gens assument qu'il faut 20%. Quand tu achètes une maison, tu sais que tu peux y aller avec 5% ou 10% de mise de fonds. La mise de fonds, c'est la quantité d'argent que tu mets de ta poche et la banque complète la différence. Quand tu vas sur c'est l'équivalent de l'apport pour ceux qui dans le jargon. Exactement. C'est ça, l'apport. Donc, sur des biens un peu plus gros, les courtiers assument que l'apport à apporter ou la mise de fonds est de 25%, 35%, mais dans la réalité, c'est beaucoup plus complexe que ça à calculer. Et ils se rendent compte qu'une fois qu'ils sont arrivés devant le banquier, et là, le banquier leur dit, mais non, ce bien en particulier, ce n'est pas 25% d'apport qu'il faut. Ce bien-là, pour des raisons de calcul, il faut 40%. L'acheteur ne les a pas. Et qu'est-ce qui se passe? La transaction, elle tombe par terre. Donc là, le courtier vient de perdre 6 mois avec un acheteur qui essaie d'avoir un financement. L'acheteur vient de perdre son temps en essayant d'acheter un bien dont il n'avait pas les moyens, qu'il aurait pu le savoir à l'avance grâce à mon application. Et derrière, le vendeur vient d'être dégoûté parce que son bien a dormi pendant 6 mois. Et le bien en question dont je te parle, il a dormi sur le marché pendant 6 mois jusqu'au mois de février où est-ce qu'il a été remis sur le marché, au mois de mars plutôt. Le Covid a pogné. Et il est toujours en vente aujourd'hui parce qu'il n'y a plus personne qui veut l'acheter. C'est super important de savoir ce qu'on fait quand on met un bien en vente. Il y a des courtiers qui sont très bons dedans, mais la moyenne en général, on peut moins d'informations financières. Et c'est là où est-ce qu'on vient les aider. Puis l'outil qu'on met en place ne remplacera pas le courtier. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on prend de la data et on dit à l'utilisateur, voici ce qu'on te conseille en fonction de ce qu'on a vu comme data. Mais après, c'est toujours à lui de l'interpréter. Mais on lui donne 95% du travail que lui doit finaliser derrière. Le courtier, ça peut aussi être un outil pour bâtir de la confiance. Aujourd'hui, moi, je suis courtier, Guy, courtier immobilier, je te dis que le bien que tu vas acheter, ouais, c'est super rentable, c'est super bon. La réalité, c'est que ça peut être un taudis. Mais toi, par exemple, si tu es un peu moins expérimenté, tu pourrais me faire confiance ou pas. La réalité, c'est que si derrière, entre nous deux, on a un outil qui est neutre, qui dit la même chose, qui dit ce bien-là a une rentabilité de temps, et que derrière cet outil-là, ce n'est pas moi qui l'ai fait, tu l'as calculé, je l'ai calculé aussi, on parle le même langage, on dit la même chose. C'est un thermomètre qui dit que moi, je peux considérer qu'il fait chaud dans cette salle, je peux considérer qu'il fait froid. Mais si le thermomètre dit qu'il fait 15 degrés, peu importe que tu considères que 15 degrés, c'est chaud ou froid, il fait 15 degrés. Nous, on a un peu le thermomètre qui vient justement remettre en confiance tous les acteurs du marché et créer la confiance. C'est un gain de temps énorme. Ça leur permet d'éviter de perdre du temps dans des transactions qui ne vont pas aboutir. Ça leur permet de parler le même langage. Et même pour le courtier, ça lui permet de dire à son client, regarde, tu veux vendre ton bien, par exemple, à 500 000.
l'application dit que les biens qui sont dans le secteur sont vendus à 400 000. Je peux te le mettre à 500 000, il n'y a pas de souci. Mais sache que ça va mettre plus de temps à être vendu. Et c'est pas moi qui le dis, c'est une application. Donc, tu sais, ça crée un third party qui vient justement augmenter le rapport de confiance et faciliter la communication. Parce qu'à la fin de la journée, on est tous des êtres humains, hein, puis on a tous nos intérêts différents. Puis avoir une partie neutre qui vient servir de juge, ou bien qui vient servir d'intermédiaire, ça permet de mettre tout le monde au même niveau d'égalité. Mais il y a quelque chose, c'est intéressant ce que tu dis, et en même temps aussi, tout dépend en fait de l'angle de vue. Il y a des personnes qui réussissent justement à dégager leur rentabilité de par leur capacité à négocier justement, sans s'il n'y a pas un tiers de confiance, ils auront certaines capacités à négocier, à donner une certaine valeur à leur bien ou à leur achat. Est-ce que pour ces profils-là, ou bien pour justement quelqu'un qui est dans cette situation-là, ton application n'est pas plutôt quelque chose qui va porter préjudice à sa façon d'investir justement? Tu sais, je peux te donner un gun, hein. Tout dépend de comment tu t'en sers. Tu peux t'en servir pour massacrer le quartier en entier, ou tu peux t'en servir pour protéger le quartier quand un loup va attaquer la ville. Ce qui est cool avec l'outil, c'est que tu es en mesure derrière de faire ce qu'on appelle une analyse qualitative et quantitative. Tu es en mesure d'aller dans l'outil et de dire, moi, je veux acheter un bien. Le vendeur l'a affiché à 500 000. Tu es en mesure d'aller voir le vendeur en disant, mon ami, voici la réalité du marché. Le marché à 400 000, je sais que tu en veux 500 000, mais le marché à 400 000, là, tu n'es plus en train de négocier en disant, ouais, baisse-moi le prix. Tu t'appuies sur des faits. Et il n'y a rien de mieux dans une négociation que d'être factuel. Il faut prendre en compte la composante émotionnelle, il faut l'approcher de la bonne manière, mais justement, en ayant des faits pour venir backer ce que tu dis, ça va t'aider dans ta négociation. Pareil pour le vendeur. Nous, moi, je veux pas nous, on dit ce que le marché dit. Mais après, le vendeur peut très bien dire, c'est vrai que quand tu regardes ces biens-là, ça vaut 400 000, mais moi, je le mets à 500 000 parce que j'ai ci et ci et ci de plus. Mais au moins, on part d'une base commune. On n'est pas en train d'essayer de réconcilier deux compréhensions toutes diamétralement opposées. On définit une base commune à partir de laquelle tout le monde peut négocier et discuter, mais au moins, on parle de faits. Tu sais, quand tu te disputes avec quelqu'un, il n'y a rien de pire que parler deux langues différentes parce que l'une est en train de crier, l'autre est en train de crier, puis on s'entend pas. Là, c'est vraiment comme on dit au pays, on ramène la balle à terre. On ramène la balle à terre, puis là, on parle des vraies choses. Donc, c'est un peu ça que l'application fait aussi. C'est super intéressant. On rappelle que l'application, elle est complètement gratuite, hein, actuellement. Pour les gens, ils peuvent télécharger gratuitement. Il y aura le lien dans la description. Pour l'instant, c'est disponible que au Canada et peut-être même dans quelques villes. Je pense que c'est pas. Ouais, l'application, tu peux la télécharger en étant même au Bangladesh, tu pourras la télécharger. Mais si tu veux vraiment, tu peux analyser, essayer d'analyser les biens à l'extérieur. En fait, ce qu'on a mis en place dans l'application t'aide à analyser des biens sur le marché canadien. Donc, tu pourras entrer des adresses à l'extérieur du Canada, mais ça ne fera pas de sens pour toi parce que les règles de financement au Canada ne sont pas les mêmes qu'aux États-Unis, ne sont pas les mêmes qu'en France. Donc, c'est vraiment aujourd'hui une application pour analyser des biens sur le marché canadien. Et maintenant, l'information ou la data qui est exploitée au sein de cette application-là, est-ce que c'est quelque chose que c'est vous qui mettez à l'intérieur ou c'est un petit peu comme du Wikipédia, une tierce personne peut rajouter elle-même l'information et ça sera à l'algo comme ça à chaque fois de grandir l'intelligence artificielle, d'apprendre de ces éléments-là pour à chaque fois donner une information beaucoup plus pertinente. C'est quoi le process d'évolution de cette application-là? Aujourd'hui, tout ce qui est tout ce qui est data dans l'application, c'est nous qui allons le chercher sur différentes sources qui sont des sources gouvernementales, donc qui sont quand même crédibles. On parle vraiment de quand une propriété est vendue, c'est le prix qui a été défini chez le notaire qui fait foi, et c'est celui-là qu'on va aller chercher. Aujourd'hui, on se concentre essentiellement sur la data qui vient de sources crédibles. Ce qu'on va tranquillement mettre en place, c'est une capacité à comprendre la data qui a été entrée par l'utilisateur et à la réutiliser. Ce sera ce qu'on appelle la metadata. Donc, je prendrai jamais ce que tu me donnes comme information pour la donner à... Ce que Paul me donne, je la donnerai pas à Pierre parce qu'il y a des questions de confidentialité derrière. Par contre, ce que je vais être en mesure de faire, c'est de comprendre si, par exemple, j'ai 10 personnes qui me donnent 10 fois la même data sur une propriété, je vais être en mesure derrière d'aller tirer de la valeur pour pouvoir m'en resservir derrière pour d'autres personnes, encore une fois, tout en respectant la confidentialité de l'information. Donc, pour l'instant, j'ai une réponse courte. On ne prend pas ce que l'utilisateur entre pour le réutiliser.
parce qu'on estime que ce n'est pas encore assez crédible. Il faut avoir beaucoup de volume pour que ça fasse du sens. Aujourd'hui, ce qu'on fait essentiellement, c'est qu'on prend la data venant de sources certifiées qui sont gouvernementales et autres. Yes. Et en termes de métriques, c'est combien de téléchargements à peu près? On rappelle, ça fait combien? C'est 2 mois que c'est lancé? 1 mois, 2 mois? On est là depuis 1 mois, puis je te dirais 1 mois et 2 semaines. Puis je te dirais qu'à date, on a dépassé le seuil du 5 000 utilisateurs hier soir, ce qui est vraiment cool pour une application qui est quand même vachement spécialisée. La prochaine étape pour nous, c'est vraiment de plus mettre maintenant l'accent sur le marketing. Tu sais, aujourd'hui, je t'apprends rien. C'est un monde qui est il y a beaucoup de data, beaucoup d'informations, puis il faut réussir à se mettre au-dessus de la mêlée pour se faire découvrir par les gens. Donc, c'est un peu la phase d'après, c'est tout ce qui va être marketing, puis vraiment commencer à pousser l'application au plus grand nombre de monde possible. Yes. Ben, comme je disais précédemment, l'application, elle est gratuite et généralement, si c'est gratuit, c'est toi le produit. C'est quoi? Comment vous comptez monétiser en fait? Est-ce que tu peux nous parler de ça? Est-ce qu'il y a une stratégie de monétisation derrière? Oui, bien sûr. Premium ou je sais pas, peut-être. On va être dans un modèle freemium où est-ce qu'on va justement pouvoir lancer des fonctionnalités additionnelles qui, elles, justement, vont permettre de monétiser l'application. Il y aura toujours un socle de base qui est quand même assez intéressant, qui va être gratuit, mais on rajoutera par-dessus des couches qui vont être beaucoup plus avancées et qui, elles, justement, seront monétisées. Tu peux nous en parler un petit peu? Qu'est-ce qu'on pourra potentiellement retrouver comme fonctionnalité avancée ou poussée qui pourrait susciter justement chez l'utilisateur, ouais, ça fait sens de mettre de l'argent pour ça. Là, on va quand même. C'est quelque chose que tu communiques déjà ou c'est encore off? Non, c'est encore off. Pour l'instant, on ne communique pas parce qu'on a beaucoup de compétiteurs qui font de la. Il y a de gros acteurs. Pardon? Est-ce qu'il y a de gros acteurs Oui, il y a des gros acteurs dans cette niche-là? Est-ce qu'il y a des gros acteurs? Nous, on arrive dans un marché où parce qu'on vient du monde de la technologie, rapidement, on est en mesure de produire quelque chose de quand même assez extraordinaire. Il y a du monde qui travaille dessus depuis très longtemps. Puis je pense qu'ils ne voient pas d'un bon œil ce qu'on est en train de faire parce que forcément, c'est de la compétition. Donc, on veut garder un peu le punch pour pas forcément dévoiler un peu, si tu veux, tout notre business plan et tout notre avantage compétitif. Mais on prévoit des choses qui vont vraiment, vraiment changer la façon dont les gens investissent. Comme je dis aujourd'hui, les gens le font un peu, que ce soit Monsieur Landa qui a un condo et qui veut acheter un duplex, ou que ce soit Monsieur Pierre qui est rendu à sa 51e propriété. On va mettre en place des fonctionnalités qui vont lui permettre de voir le marché sous un angle totalement différent, qui vont vraiment lui permettre d'être en contrôle de ses investissements. Et écoute, je vais pas trop en dire, mais je peux te dire que déjà aujourd'hui, on a déjà eu des propositions de rachat par des grosses firmes parce que justement, on est sur un marché qui est vraiment, vraiment chaud. Donc, je peux pas trop en dire, mais ça sent bien dans les mois qui viennent. Et au niveau maintenant je sais pas, c'est quoi c'est quoi est-ce que vos KPI, je sais pas si on peut dire KPI, je veux dire, quels sont les éléments pour vous qui vous permettraient de décider qu'il faudrait lancer déjà une partie payante? Est-ce qu'il y a un seuil peut-être d'utilisateur ou un seuil je sais pas, d'usage, quoi? Donc, parmi les utilisateurs, parmi ceux qui ont téléchargé, peut-être ceux qui utilisent vraiment le tools. Comment est-ce que ça derrière, est-ce qu'il y a une stratégie bien effilée là-dessus pour pouvoir définir à quel moment est-ce que on passe au stade supérieur? Non, on sait que la demande est là. On sait que la demande est là, la demande est très forte. On a pris le pool d'utilisateurs qu'on a aujourd'hui, puis on a collecté pas mal quand même de retours d'informations. Puis la demande est là pour avoir plus d'informations, plus de features, plus de possibilités au sein de l'application. Donc pour nous, c'est un no-brainer. On va réaliser derrière une version payante. Mais au-delà même de la version payante, ce qu'on veut d'abord faire, c'est vraiment s'assurer de bien comprendre les utilisateurs qu'on a aujourd'hui pour encore mieux peaufiner le produit. On veut rajouter, comme je dis, on veut rajouter toute une partie éducation parce que le monde nous a beaucoup remonté. Oui, on aimerait mieux comprendre tel terme, on aimerait mieux comprendre telle fonctionnalité, on aimerait mieux comprendre comment est-ce qu'on peut utiliser telle fonctionnalité. Donc ça, c'est des choses qu'on va rajouter dans l'application. Puis au fur et à mesure on traque beaucoup aussi tout ce qui est utilisation moyenne par utilisateur, nombre de connexions par jour. Puis je dirais qu'à date aujourd'hui, c'est très encourageant. Mais c'est un no-brainer pour nous. On va sortir la version payante dans les mois qui vont venir. Bah, c'est super, super intéressant. On a hâte de voir tout ça. Et puis, peut-être tu reviendras encore
sur le podcast, nous dire un petit peu les nouvelles fonctionnalités qu'on retrouve et aussi les raisons pour lesquelles les gens auraient tout intérêt d'utiliser justement ce tools-là pour aller plus rapidement et au-delà de ça, d'avoir un vrai tiers de confiance pour faciliter les négociations. Tu as parlé de ton cofondateur. Aujourd'hui, Upkey, c'est combien? C'est 2 personnes? Bah, on a 2 personnes qui sont fondateurs de la compagnie, donc Christophe et moi. Et on travaille aujourd'hui, donc on a 6 personnes aujourd'hui qui travaillent pour nous, plus ou moins à mi-temps, dans des mi-temps et des temps pleins, qui travaillent pour nous sur le développement d'applications, que ce soit sur différentes choses, que ce soit de la production de contenu, que ce soit du développement applicatif, que ce soit du design UI UX, que ce soit du marketing. Il faut que je rajoute ça. Donc on est à peu près à 8 personnes aujourd'hui qui travaillent pour nous sur différents sujets différents au niveau de la compagnie. Et est-ce qu'il y a un budget comme ça qui, au niveau de, ou c'est complètement organique les 5000 utilisateurs? Est-ce que il y a du pay? Clairement, je pense qu'aujourd'hui, on est dans un monde où est-ce que tu ne peux pas vivre sans le paid. Par contre, clairement, on va aussi mettre en place des techniques de growth hacking pour pouvoir justement réduire le plus le coût d'acquisition du client. On est dans une industrie qui est très violente aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Il y a énormément de monde, il y a énormément de compétition pour avoir des clics, pour avoir des views, même si récemment les coûts ont baissé à cause du Covid. Mais clairement, il va y avoir un budget pour du paid. Et ça fait partie justement de tout ce qui est lancement de la version payante. Ça va venir avec la publicité paid, ça va venir avec des campagnes de marketing, ça va venir avec de l'influenceur. Il y a pas mal de choses qu'on est en train de travailler à ce niveau-là. Et jusqu'ici, est-ce que tu peux partager les stratégies que tu as mis en place justement pour aller toucher le maximum de personnes pour télécharger? C'est comment c'était juste avec du contenu textuel, de la vidéo? Si tu peux nous partager ça? Ouais, c'est beaucoup de bouche à oreille. Puis on a aussi on a ciblé aussi certains groupes d'investisseurs où est-ce qu'on a pu communiquer directement, aller faire des interviews, discuter avec eux. On a aussi beaucoup travaillé avec la presse. Les journaux, pour moi, je pense que c'est le meilleur. On a un article qui est sorti dans le journal qui s'appelle La Presse. C'est le deuxième journal le plus lu au Québec. Donc, pas au Canada même en plus. Donc, c'est quand même une grosse pointure. Puis je pense que c'est vraiment là qu'il y a le plus de trafic organique, en fait. Pour l'instant, là, ce qu'on veut faire, c'est générer un maximum de trafic organique, l'analyser, comprendre d'où vient les plus gros téléchargements, les plus gros utilisateurs, les plus gros partages, vraiment analyser le trafic organique qu'on a aujourd'hui, puis s'en servir derrière pour être très efficace au niveau du paid. On est quand même rendu à 5000 conversions, donc je peux te dire qu'on a un pixel qui commence à être chaud. On a aussi pas mal d'autres trucs qui tournent aussi d'un point de vue analytics, donc on commence à en apprendre beaucoup sur nos utilisateurs. Mais comme je dis, là, l'idée, c'est beaucoup du organique, c'est beaucoup de communication avec la presse locale. Donc, quand je dis locale, c'est au niveau du Québec. Et aussi beaucoup avec certains influenceurs avec lesquels on a fait des interviews, on a communiqué pour justement pouvoir partager à leur audience. C'est purement de l'organique aujourd'hui. Yes. Non, c'est super, super intéressant. Moi, j'ai hâte de voir la suite de tout ça. Lorsque tu essaies même de creuser un petit peu sur ce qui se fait, juste l'UX, le design, c'est vraiment, c'est ouf. Et pour les personnes qui sont à un niveau d'investissement un peu plus élevé, ils s'en foutent souvent de la technologie, ils n'ont rien à foutre, ils ont besoin d'une solution, ils ont besoin d'un truc bien précis et il n'a pas forcément envie d'aller creuser trop. Donc l'idée, c'est de pouvoir faciliter la tâche au maximum de telle sorte que quand il tombe sur un truc, que ce soit comme une sorte de toboggan glissant. Et ça, c'est très bien fait, surtout qu'on est juste encore à une V1, ce n'est qu'un MVP. Donc, j'imagine que ce qui va venir après sera beaucoup, beaucoup plus intéressant. Je voulais que tu nous parles un petit peu. Tu as dit que jusqu'ici, c'est essentiellement des informations qui sont plus pertinentes au niveau du Québec, Montréal, du Canada. Est-ce qu'il y a une idée d'extension? C'est clair que c'est pas les mêmes législations dans d'autres pays que ce soit en France ou aux États-Unis. Forcément, il y a une idée d'expansion, même si c'est pas tout de suite. Tu vois, nous, en fait, notre objectif, c'est de démocratiser l'investissement en immobilier en donnant les outils aux petits investisseurs. Tu sais, on n'est pas sur
Je prends monsieur tout le monde, là, vraiment, tu sais, toi et moi, tu sais, supposons on n'avait pas de background dans l'immobilier, on veut investir demain. C'est quoi nos options? C'est soit écouter nos potes qui ont jamais investi, qui sont les pires des conseils à suivre, soit c'est écouter certaines personnes qui vous disent non, 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 faites pas ça, c'est dangereux, ne vous lancez pas. Soit si vous voulez vraiment aller plus loin, aller chercher des formations, ce qui est très bien. Mais supposons que vous n'avez pas pour ambition de vous monter un gros parc. Là. Vous voulez juste, si je suis au début, je vais m'acheter juste un petit lopin de terre ou une petite propriété pour pouvoir, je suis ce qu'on appelle un petit investisseur. C'est quoi ce qu'ils ont comme option aujourd'hui? Ils ont rien. Très clairement, ils ont rien. Le programme de formation, c'est très bien, mais c'est vraiment fait pour ceux qui veulent vraiment se lancer dedans, là. C'est ceux qui veulent vraiment aller chercher la rentabilité, qui veut faire bouger, qui veut même parfois switcher et peut-être carrière pour aller sur d'autres segments. Et c'est normal parce que si les gens ne sont pas à la recherche d'une certaine rentabilité élevée, ça ne justifie pas le cours, le coût du cours. Quand tu payes un cours à 10 000, 15 000, il faut que derrière, ou même 5 000, il faut que derrière soit pour aller vraiment chercher une belle rentabilité ou aller chercher un beau produit ou un beau gain à l'achat ou bien que tu sauves de l'argent sur ta prochaine transaction. Mais tu prends monsieur, madame, tout le monde. Lui, il veut juste acheter son petit truc pour s'assurer que quand il sera à la retraite, il a un bien qui puisse liquider pour sortir son argent ou qu'il ait une petite rente qui rentre à tous les mois ou tout simplement, il veut pas se retrouver à devoir continuer à payer un loyer. Il veut vivre dans un bâtiment qui lui génère un petit loyer. Ces gens-là, aujourd'hui, ils ont aucune option, en fait. Tout ce qu'ils ont, c'est se auto-former sur Internet. Et c'est très dangereux. C'est très dangereux parce que tu peux suivre des bonnes sources, comme tu peux tomber sur des gens qui... on a beaucoup de... toi et moi, on a la chance de connaître des gens qui sont vraiment des doers, mais je pense qu'il y a aussi beaucoup de gens dans le marché qui sont des shakers, qui font pas grand-chose, mais qui parlent beaucoup. Et quand tu commences à suivre ces gens-là, ça peut être très dangereux. Donc là, l'idée pour nous, c'est de dire comment est-ce qu'on peut vraiment permettre au plus grand nombre de monde possible d'avoir accès à de l'information de qualité pour pouvoir investir sans pour autant se mettre en danger. Et ça s'applique aussi bien au Canada que dans le reste du monde. Puis, l'une des choses aussi que j'ai toujours eu en tête, et on va y arriver éventuellement, ça fait partie de la stratégie sur le très long terme, moi j'ai toujours eu envie de créer une sorte de Tinder de l'immobilier. Ce que j'appelle Tinder de l'immobilier, c'est que tu arrives sur une plateforme, tu trouves un bien, tu gauche, non, m'intéresse pas, m'intéresse pas. Puis moi, quand je dis Tinder de l'immobilier, c'est pas que au Canada, c'est vraiment, moi ce que j'adore faire actuellement, moi je suis un gros fan du Monopoly. Moi, mon jeu préféré, c'est le Monopoly. C'était mon petit côté capitaliste derrière. C'est moi, je trouve ça le fun de voir vraiment quand tu bâtis un empire. C'est là, j'ai des projets actuellement, j'ai des gros projets actuellement au Canada. Une fois par an, je suis un peu moins actif en France parce que c'est plus du patrimonial, mais une fois par an, j'aime bien aller m'acheter un nouvel appartement là-bas. Là, je commence à regarder pour acheter des terrains en Côte d'Ivoire. Pour moi, c'est comme ça que j'imagine l'immobilier, c'est global. J'ai un pote qui m'a pitché il a pitché un projet récemment pour acheter une villa au Mexique, à Cancun. On l'a mis en pause à cause du Covid, mais pour moi, c'est ça qui me fait triper. Moi, mon but dans la vie, c'est pour la petite histoire, moi, je vivais en région parisienne, puis je sais pas si tu connais comment ça marche à Paris, mais c'est pas toi qui choisis ton appartement, c'est ton appartement qui te choisit. À Paris, tu veux louer un appartement, il faut que tu aies au moins 3 fois les revenus. Donc, que tu fasses par mois au moins 3 fois le loyer. Chose que je faisais même 4 fois. Il faut que tes parents se portent garant. Et si tu es avec une femme, il faut que les parents de ta copine se portent garant aussi. Pour prendre un appartement là. Puis, rigole pas, si tu ne viens pas avec ça, tu l'auras pas. Parce que le gars, il met son annonce aujourd'hui, le lendemain à 5 heures, puis c'est true story. Il y a une demande tellement forte qu'il est sûr qu'il va trouver le bon profil à 100%. Et le lendemain à 5 heures, il y avait 20 personnes qui faisaient la queue à 4h30. On s'entend que je ne l'ai pas eu, cet appartement-là. Du coup, je me suis dit, fuck, si je ne suis pas en mesure si mon argent n'est pas assez bon pour que quelqu'un me loue son appartement, il va être assez bon pour qu'il me vende son appartement. Et c'est comme ça que j'ai commencé l'immobilier. Zéro connaissance, je me suis lancé. Mon premier bien, c'était un bien à Cergy. J'ai dû mettre genre 50% de liste de fonds. Tu sais, le truc qu'il ne faut pas faire. Les classiques. Comme un chien, j'avais c'est pareil, lui, il est parti acheter sa résidence principale direct là. Et ça a été chaud quand même pour relancer du plus gros deal après parce qu'à chaque fois, il fallait qu'il porte le fardeau de cette erreur, les classiques, quoi, aller acheter son truc, sa résidence principale lorsque tu as une stratégie. C'est pas que c'est une mauvaise chose, mais si c'est pour une stratégie vraiment de constituer son parc IMO,
Ouais. C'est pas par ça qu'il faut commencer. Même erreur, tu sais, puis en plus, j'ai mis une grosse mise de fonds. Puis, c'est comme ça que j'ai commencé l'immobilier. Puis, j'ai acheté. Puis, j'habitais même pas dedans finalement. Tous les mois, tu vois 1 000 € qui rentrent. Tu dis, ah, ouais, quand même, c'est Il y a intéressant. quelque chose là, ouais. Puis deux, puis trois, puis après, j'ai bougé. Puis là, je me suis dit, OK, parfait. C'est comme ça que j'ai commencé à investir en immobilier. Puis moi j'adore voyager. Puis mon trip, c'est de me dire, bah, j'aimerais avoir, et puis c'est pour ça que j'adore Airbnb, parce que c'est l'un des seuls modèles qui peut permettre d'avoir la détention d'un bien dans un centre-ville. Tu sais, un condo dans un centre-ville, à moins que tu l'aies vraiment acheté et que tu es une méga aubaine, ce n'est pas rentable. Je mets tout le monde au défi de me prouver qu'il peut générer de la rentabilité avec un condo une fois qu'il a rajouté les taxes, les sites. Sauf si c'est un truc qu'il a hérité il y a peut-être 20 ans et tout. Parce que, non, Airbnb, ça devient super. Ouais, clairement, avec de la location saisonnière, courte durée, ou hybride, comme Florian il a l'habitude de faire, j'imagine toi aussi. C'est ça. Et c'est là que je trouve ça intéressant de me dire, mais si je peux avoir un appartement dans toutes les villes que j'ai envie de visiter, chaque fois que je vais en vacances dans une ville, hey, je vais dans mon appartement, je kiffe. Quand je suis pas là, ça tourne, ça me génère de l'argent. Mais Clairement. Que veut le peuple? Et c'est comme ça que je me suis dit que je vais créer une plateforme un jour où est-ce que tu pourras acheter de l'immobilier partout dans le monde. Tu es un investisseur, tu es à Montréal. Ah, ça me convient de m'acheter un appartement en Floride. OK. Tinder, je mets Floride. Hein? Ah, là, lui, il est cool. Ça, c'est vraiment ma vision sur le méga long terme. Puis, on en est aujourd'hui, mais idéalement, c'est ce que j'aimerais faire de ma vie. Là. C'est vraiment. Puis, ça vient aussi nourrir un autre de mes projets. Moi, j'ai pour projet aussi de construire, de faire de la construction neuve d'appartements de luxe intermédiaire en Afrique de l'Ouest. Puis c'est sûr que une plateforme comme ça me permet aussi de vendre ces appartements-là sur cette plateforme. Pour des gens comme toi et moi, par exemple, toi, un jour, tu vas vouloir avoir ton pied à terre au Cameroun. Bah, si tu peux acheter un appartement au Cameroun, qui, quand tu n'es pas là, est loué, génère des revenus, et quand tu y descends, qu'il est à toi, bah, c'est génial. Donc, la diaspora va adorer ce genre de produit-là, par exemple. Donc, c'était un peu ça mon idée derrière. C'était c'est quelque chose qu'on fait même déjà en France, au point où parfois on doit booker avant, tu vois. Si peut-être Florian et moi, on doit partir, moi je dois partir de Berlin, enfin moi je vis à Berlin. Si on doit aller en France et tout, on est obligé de booker les appartements un peu plus tôt parce que c'est surbooké à chaque fois, tu vois. Mais c'est super cool, quoi. C'est jouissif même, j'ai envie de dire, de pouvoir aller là-bas et avoir cette sensation-là que là, je suis dans ma maison et puis de te barrer, d'aller ailleurs et d'avoir cette même sensation d'être toujours chez toi et en même temps de gagner de l'argent avec, c'est super, c'est vraiment c'est très vertueux, donc je partage complètement. Je voulais que tu nous parles un petit peu on a dit que l'application était disponible pour les gens qui sur du iOS et sur du Google, c'est ça? Sur les deux? iOS et Android. Yes. Et est-ce qu'il y a comment on dit ça en français? Un truc là pour les recommandations, comment ça s'appelle? Je sais pas si c'est l'affiliation, c'est le bon mot. Est-ce qu'il y a des trucs pour les recommandations je sais pas comment formuler ça. Tu veux dire tout ce qui est, par exemple, affiliation. Parrainage, voilà, c'est le mot que je voulais. Ouais. C'est que quand je te parle de growth hacking, ça fait partie des choses qu'on veut mettre en place. C'est la possibilité de partager l'application avec d'autres personnes et parce que tu l'as fait, on te donnerait quelque chose en échange. Ça fait partie des choses qu'on veut mettre en place parce que quand on parle de growth hacking, c'est pas sorcier. Hein, faut que tu crées un incitatif pour que la personne ait envie de partager ton produit avec d'autres personnes. Même si ton produit est le meilleur produit au monde, les gens ne le feront pas naturellement. Tu sais, on n'est pas sur du réseau social, on est sur des réseaux sociaux ou bien sur quand Facebook est sorti, c'était nouveau, tu sais, il y a personne qui avait jamais vu ça. Puis la technologie était encore balbutiante. Aujourd'hui, tout le monde est habitué à la technologie. Tout le monde, moi, je fais le calcul rapide. J'ai à peu près 75 applications sur mon téléphone. Donc, 75 applications? Qu'est-ce que tu fais avec 75 applications, wesh? 24. Ouais, 75 applications. Mais la réalité, c'est que je me sers peut-être mon core, c'est peut-être 20 applications dont je me sers. Sais-tu que le taux au bout de 30 jours, 90% des gens ont désinstallé une application qu'ils ont installée. On parle de churn rate, là. Le churn rate, c'est le taux auquel les gens désinstallent l'application ou se désinscrivent. Au bout de 30 jours, 90% des gens ont désinstallé en moyenne une application.
Je te parle pas des Facebook de ce monde ou de mails que tu vas garder forever. Mais les gens ont découvert une nouvelle application, ils l'installent. Au bout de 30 jours, 90% l'ont désinstallé. Et quand tu regardes maintenant, au bout de 90 jours, c'est 95%. C'est un domaine qui est féroce parce que tu es habitué à tes applications. Mais je me posais la question, c'est quoi la dernière application que tu as installée et combien de temps tu l'as gardée? Quand c'est pas des applications bancaires qui sont directement liées à ton lifestyle, quand c'est pas des réseaux sociaux où tu restes connecté avec du monde, quand c'est pas, par exemple, les journaux, bah, la réalité, c'est que les gens ne gardent pas les applications longtemps, sauf s'ils sont continuellement engage. Donc, c'est un milieu qui est excessivement compétitif, excessivement. Donc, il faut tout le temps trouver des manières de garder ton utilisateur engage. Et c'est là où est-ce que Facebook a excellé. C'est le taux d'engagement est vraiment élevé. Du coup, les gens continuent à s'en servir. Donc, c'est intéressant. C'est super intéressant tout ça. Et justement, tu as dit que vous partagez aussi du contenu régulièrement pour des personnes qui peut-être aimeraient un petit peu être plus aguerries ou peut-être toucher, tâter un petit peu ce terrain-là. Ce format écrit, c'est des articles ou c'est des vidéos? Bah, tu vois, quand on parle de contenu, ça va être plus. C'est sûr qu'on va partir en blog. On va partir en blog pour pouvoir justement donner de l'information par rapport à ce qu'on fait dans l'application, les événements, puis comme pouvoir communiquer avec les gens sur en quoi l'application peut les aider. Puis au passage, c'est bon pour le SEO. On va pas entrer dedans, mais Ouais. on se comprend. L'autre chose aussi, c'est que tu vois, dans l'application, des fois, on utilise des acronymes qu'on va pouvoir expliquer. Donc, c'est pas en tant que telle une formation, on n'est pas en train de vouloir former le monde en immobilier, mais c'est pouvoir leur dire, regardez, là, par exemple, vous regardez des logements dans votre secteur, puis il y a ce qu'on appelle le PPP, donc le prix par porte. C'est une métrique qui, ça vaut ce que ça vaut, mais ça permet de pouvoir comparer deux biens entre eux en regardant un bâtiment de 5 logements, un bâtiment de 3 logements. On ne peut pas vraiment comparer le prix 1 à 1. Par contre, ce que tu peux faire, c'est de dire, si je le ramène au prix unitaire du nombre de portes qu'il y a dans ce bâtiment-là, à combien il s'est vendu, c'est des métriques de comparaison. Juste pour pouvoir expliquer ces choses-là, parce qu'aujourd'hui, le monde nous pose la question, oui, mais ça qu'est-ce que ça veut dire? Ça, qu'est-ce que ça veut dire? N'oublie pas, nous, on est des investisseurs quand même assez avancés, donc pour nous, c'est évident. Donc, les gens qui ont travail, qui on veut donner l'information, il faut qu'on puisse mettre l'information à un niveau de granularité qui leur permet de la digérer facilement. Donc, ça fait partie des trucs qu'on va vouloir intégrer. Donc, ça peut être du texte, ça peut être de la vidéo, c'est pas exclu. Ça peut être beaucoup de choses, mais on travaille dessus. C'est super. Franchement, merci pour ce partage, Uriel. On va mettre le lien encore en description d'épisode. C'est disponible sur iOS et sur Android. Peut-être avant qu'on se sépare, tu peux nous parler un petit peu tu as dit que tu continuais d'investir et tu avais notamment commencé en France et tu peux nous partager un petit peu justement ta stratégie d'investissement en France et celle du Canada et peut-être la stratégie hybride parce que je sais quand même qu'il y a une stratégie hybride comme ça où tu te sers de la France comme levier et vice versa pour investir au Canada. Puis moi là, ce que j'adore en France, c'est quand même des biens où est-ce que tu as une dynamique qui est totalement différente entre le locateur et le locataire. C'est-à-dire le propriétaire et le locataire. L'idée en France, c'est d'acheter en utilisant un maximum de leviers. Donc, en mettant vraiment ce qu'on appelle acheter sans apport, donc du 110% financier, où est-ce que les banques te financent à la fois et ton apport et à la fois tes frais de notaire. C'est sûr que c'est plus compliqué quand ça fait longtemps que tu es parti et que quand tu n'as pas de revenu local, mais là encore, il y a une technique un peu plus avancée qu'on peut utiliser. Moi, ma stratégie en France, c'est vraiment d'acquérir des biens qui sont bien situés, donc banlieue proche, périphérie de Paris, pour justement pouvoir les louer à l'année. J'ai pas encore fait de location courte durée en France, mais clairement, avec le Covid, ça va être quelque chose que je vais mettre en place. Je sais pas si les gens se rendent compte, mais on parle beaucoup d'immobilier, mais avec le Covid, les gens vont commencer à travailler. Pourquoi je vais payer un appartement 300 000 euros à Paris quand je peux avoir un appartement beaucoup plus grand à 200 000, 2 fois plus grand à 200 000 euros en étant à 2 heures de Paris, en sachant qu'à cause du télétravail, je dois venir seulement une seule fois à Paris. Donc, ils vont sortir, ils vont aller plus loin, ils vont aller s'acheter la méga belle baraque parce que en vivant à Paris, j'ai même pas de place pour mes enfants et j'ai même pas de place pour un bureau. En sortant de Paris, je vais à Nantes, Rouen,
peu importe, je vais à Bordeaux même s'il faut, je vais à Lyon. Au Mais là, Bordeaux, les prix, c'est quand même, ouais, mais par rapport à c'est de la région, mais de luxe quand même. C'est. ça, mais derrière, par rapport à Paris, tu sauves quand même à 100 000 euros Mm. et tu as plus grand. Donc là, maintenant, tu as, une vraie chambre additionnelle pour pouvoir faire du télétravail à l'abri du bruit des enfants et de la femme. Du coup, là, maintenant, en sachant que c'est seulement une fois par semaine que tu vas devoir aller en ville, Mhm. devoir aller à Paris. Puis comme tu vas une seule fois, il faut que tu loges quelque part. Donc Mhm. là, il y a un segment d'Airbnb qui va se développer là. Le Effectivement. Airbnb pour le travail. Donc, c'est là où certaines personnes voient des désastres. Moi, je vois des opportunités. Euh, Puis donc, moi, ma stratégie en France, c'était plus vraiment acheter des biens. Euh, je monte le montage, ils sont le levier, donc vraiment le financier au maximum. Donc forcément derrière un peu moins de rentabilité, mais ça se paye très bien, ça génère un petit excédent. C'est des biens, si tu veux, comme moi, je laisse tourner en me disant, Ça tourne parce qu'il y a une vraie demande derrière. et c'est ça. Puis une fois que je serai, écoute, j'ai pris le dernier que j'ai acheté, c'était un T2, un 3,5, donc une chambre à coucher et un salon. Un étudiant l'a pris. En plus, c'est payé par un organisme étatique, donc mon loyer tombe tous les mois, mais Ah ouais, sans. donc un tiers de confiance aussi derrière. Il n'y a pas de taux de vacances là, c'est tous les mois j'ai mon argent, je paye, je le loue peut-être, je pense, un 30 ou 40 euros en dessous du marché, en Mhm. dessous de ce que j'aurais pu le faire si je louais à un régulier, mais la réalité c'est que tous les mois mon loyer tombe là, donc c'est un choix. Mhm. Euh, donc ça c'est ma stratégie en France. Ma stratégie ici elle est mixte. Je fais de la location courte durée dans des zones très 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 denses urbanement, donc dans les centres-villes. Euh, Tu vois là avec le Covid on va devoir se réajuster. Mes biens, je les ai switchés en faisant la location meublée au mois slash à l'année. Parce que maintenant, justement, il y a moins de demandes au niveau de la location courte durée. Ça va Mhm. repartir l'année prochaine. Ouais, Anyway. ça va repartir forcément. Moi, je suis plutôt positif par rapport à ça. Il y a plein de gens, j'ai suivi plein de gens qui parlent derrière, qui disent, oh, Airbnb, c'est mort et tout. C'est clair qu'ils ont perdu beaucoup d'argent au cours de ces dernières semaines, mais ils ont quand même atteint une certaine maturité qui leur permet. Ils ont fait presque 0 euros, mais ou dollars, mais ils ont quand même une certaine maturité et des gens derrière, des fonds qui peuvent leur permettre rapidement de rebondir sur un problème profond, réel. Les gens auront toujours besoin de se loger, de se déplacer. Moi, je me fais pas de dedans. Et forcément, vu qu'il y a plein de marchés parallèles autour de ça, notamment avec des investisseurs comme toi, Florian, euh, ça va le faire, ça va reprendre, quoi, clairement. C'est ça. Donc, ça, c'est une des stratégies que j'ai à Montréal. Sinon, je fais aussi de la conversion. J'avais un projet qui, là, on va un peu réajuster la stratégie où est-ce que j'ai acheté un 4 logements, on a acheté un 4 logements qu'on voulait transformer en 2 maisons unifamiliales. C'est des Mhm. gros projets qui demandent beaucoup de fonds. À très haut niveau, on parle d'un achat à 800 000, on parle de 600 000 de travaux, mais on parle d'un prix de revente à 1,8 million. Donc, c'est quand même gros profits, mais ça demande énormément de capitaux. Puis, surtout à Et de Montréal, pas se rater surtout, parce que là, et de pas se rater surtout, parce que si tout fonctionne bien, tu peux faire un joli multiple, ben, si ça se foire. c'est ça. Puis justement, tu vois là, en l'occurrence, surtout à Montréal actuellement, la mairesse de Montréal c'est Hidalgo, hein, finalement, hein, c'est Hidalgo de Paris version montréalaise, donc à gauche, mais extrême gauche. Ah, écoute, Si elle nous écoute, on est dans la merde. il faut dire ce qui est, elle est de gauche, elle est de gauche, puis elle passe des lois qui sont anti-propriétaires. Moi, je pense que c'est une ville qui rate à son devoir de saisir le tournant que Montréal devrait prendre, et c'est là où est-ce que Denis Coderre voulait les amener. Là, on tombe dans la politique, mais c'est une ville qui doit devenir le prochain New York. Mais avec leur mentalité de petits en disant, parce que c'est les gens qui veulent se faire réélire, puis on n'est pas beaucoup de propriétaires versus des locataires, du coup, ils mettent tout du côté des locataires. Bah ça, si les propriétaires n'investissent pas, la ville ne se développera pas. Parce que les gouvernements n'ont pas les moyens de créer du logement. C'est le capital privé qui crée du logement. Tu prends dans les années 1900 et quelque chose, c'était quoi, 1900 en 1800, je crois. À Paris, c'est ce qui s'est passé. À un moment, le gouvernement a dit on va monter un partenariat entre les privés, les banques, et on va reconstruire la ville parce qu'il y avait de l'insalubrité, il y avait de la peste. Puis, on parle beaucoup de boulevard haussmannien, mais là-bas, c'est Rambuteau qui l'avait fait en disant le gouvernement va acheter des terrains massivement. Le gouvernement va mettre ces terrains à la disposition de promoteurs immobiliers qui vont faire du profit. Ils vont se faire financer par les banques. Par contre, les promoteurs immobiliers en échange vont devoir respecter le code d'urbanisme
de la ville. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on a des villes qui sont belles, bien organisées, bien définies. Paris, c'est une merveille en termes d'architecture. Les boulevards haussmanniens, c'est très beau. Parce que de plus de 70 ans, voire plus même, je sais pas. La ville a compris qu'il fallait créer un incitatif financier pour les promoteurs immobiliers pour qu'ils aient envie de la reconstruire. Sans l'argent privé des banques, sans la spéculation des promoteurs immobiliers et sans le désir de la ville de créer des conditions favorables pour ces promoteurs immobiliers, Paris ne serait pas ce qu'il est aujourd'hui. Et c'est là où je pense que la mairesse se trompe fortement à Montréal en mettant en place des politiques qui viennent limiter la profitabilité et l'intérêt d'investir à Montréal. Moi, concrètement, ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont fait passer une loi où est-ce que maintenant, ils nous interdisent de convertir un 4 logements en 2 logements. Du coup, mon projet, je ne peux plus le faire. Donc, j'avais acheté 4 unités. Je voulais la convertir en 2 belles maisons unifamiliales. À cause de la nouvelle loi qu'ils ont passée, en fait, ils ont attendu dès que le COVID a commencé, ils ont fait passer une loi en scred. Tu sais, ouais. Pas venu au conseil ça va gueuler après ce truc de Covid là. Pas juste là, je crois qu'en France aussi, il y a plein de trucs là qui sont le truc sur les retraites, il y a plein de trucs là qui sont passés en thread là, donc ça va gueuler de ouf après. Là, on ne peut plus le faire, on va trouver une autre façon de le gérer. Mais en gros, ça c'est un type de projet que je fais, mais je pense que je vais en faire de moins en moins parce que le contexte politique vient vraiment à l'encontre de ce type de projet-là, donc ça augmente ton risque, en sachant qu'en réalité, les prix d'achat sont toujours de plus en plus chers, donc ton profit potentiel est plus bas, ton risque est plus élevé, c'est une question d'arbitrage, est-ce que ça vaut encore la peine? Puis sinon, en dehors de ça, j'ai d'autres types de projets, plus dans des villes un peu plus émergentes, qui ont émergé déjà, comme Sherbrooke, où là, on fait ce qu'on appelle du value add, donc on prend les bâtiments, on transforme leur vocation, pour pouvoir justement, pour tout te dire, on a pris un bâtiment étudiant qui était vraiment sous-exploité, dans un secteur très étudiant, très bien situé. On va mettre à peu près 150 000 de travaux, puis quand on va pouvoir retourner à la banque, on va pouvoir récupérer tous les coûts qu'on a injectés pour l'acheter, pour le rénover, et même faire un petit bénéfice qui permet d'ailleurs de récupérer tout l'argent qu'on a mis dedans et le réinjecter dans le prochain projet. Donc, on crée une machine qui tourne, qui achète des bâtiments, qui renouvelle des bâtiments, et ainsi de suite. Ça, c'est un projet qui est en cours actuellement. Puis l'autre chose que je regarde beaucoup maintenant, qui me fait un peu triper, c'est de la construction neuve. Parce que la construction... C'est un autre métier, ça. C'est ouf. C'est un peu plus complexe que ça. Ils sont pas nombreux. Il n'y a pas beaucoup d'acteurs là-dessus. Mais ceux qui sont... là, on parle des chiffres à plusieurs millions quand même. L'avantage, c'est que quand tu parles sur la construction neuve, tu n'as pas à t'asseoir avec des locataires pour essayer de négocier à la fin de leur bail. Tu n'as pas les contraintes d'un bâtiment qui est déjà construit et que tu dois essayer de réfléchir comment pouvoir l'optimiser. Tu pars d'une feuille blanche et d'un terrain. Ton niveau de risque, en fait, ton seul risque, réellement, il est sur la construction. Et c'est pour ça que nous, on est en train de monter des partenariats avec, Pas que, hein, je crois que pas que. Il y a plein d'autres sujets. C'est vrai, c'est pas le même sujet que des confrontations avec des bailleurs ou des locataires. Et il y a des sujets, tu as parlé par exemple de la mairesse tout à l'heure, il y a des sujets juridiques, qu'est-ce que tu as le droit de construire, qu'est-ce que tu n'as pas le droit de construire, et même au niveau des finances, les banques qui vont te financer à hauteur de, peut-être si tu as déjà mis en avance peut-être la moitié des logements en location. Donc, c'est ce genre il y a plein de métiers qui rentrent en même temps à l'intérieur. Je pense que c'est un sujet où ça demande d'être très, très bien accompagné. Ton expertise est bien sûr très importante, de même que l'expertise des personnes qui sont plus dans le juridique, qui sont dans l'urbanisation, qui sont dans, c'est ça qui serait, ce serait plus intéressant dans ce sens-là. C'est pas pour dire que c'est impossible, c'est pour dire, c'est un autre métier quand même. C'est pour ça que c'est comme dans tout, hein. Tu lances une compagnie, tu veux faire du marketing, tu as deux façons de le faire. Soit tu le fais toi-même, tu fais des petits trucs, ou tu prends un gars qui est capable qui maîtrise le marketing et qui te fait avancer beaucoup plus vite. Nous, c'est pareil, on est en train de monter des partenariats avec des gens qui maîtrisent vraiment ça, des gens qui font ça depuis longtemps. Puis l'idée même, c'est de pouvoir, derrière une fois qu'on a fait le modèle 2-3 fois, pouvoir le proposer aussi à d'autres investisseurs en disant, regardez, là, on va acheter, au lieu d'acheter juste un terrain, on va acheter toute la rue. Puis on va vous vendre le terrain, mais by the way, on pourra vous le construire comme on l'a construit. Puis on a déjà vérifié avec la ville, le zonage permet de faire tel nombre de logements sur tel type de terrain. Voici les prix auxquels on va les louer. La preuve, regardez, le bâtiment d'à côté, on l'a construit, on l'a loué à tel prix. C'est vraiment ça que je suis en train de monter aujourd'hui. C'est très intéressant parce que tu pars sur du bâtiment neuf. Très peu de maintenance, et t'as pas à venir déboucher les toilettes parce qu'elles ont été conçues correctement, tout simplement.
Tes coûts de gestion sont quand même assez bas parce que justement ton bâtiment il est récent. Tu peux l'amortir sur 40 ans, donc derrière t'es très liquide en termes de cash flow. C'est beaucoup d'avantages. Par contre, ça demande des gros capitaux. C'est pas une game où est-ce que tu viens avec 100 000. C'est vraiment des games de 300, 400, 500 000. Mais tu vas chercher des rentabilités qui n'ont rien à voir avec ce que tu fais quand tu es dans de l'usager. Donc, c'est une game qui est un peu plus grosse, mais derrière, c'est un petit, quand je te parle de construire une ville en Afrique, c'est un peu ça finalement que je commence à faire. Clairement, clairement. Tout ce que je fais est aligné sur ma vision à très long terme, c'est-à-dire faire de la construction neuve, ça me prépare à la construction plus tard en Afrique. Faire une application, ça me permet de créer une plateforme aussi où est-ce que je peux vendre justement des biens partout en Afrique. Faire de la location courte durée, ça me permet aussi de commencer à me préparer pour tout ce qui est hospitalité, créer des logements de loisirs pour du monde plus tard en Afrique. Donc, tout ça est pas mal lié. Puis, je ne suis pas forcément, je suis pas fan des gourous, mais Tony Robbins dit souvent un truc que je trouve intéressant qu'on appelle l'immersion totale. Je crois pas dans les gourous, puis moi, je le suis pas particulièrement, mais il a dit une chose que je trouve vraiment intéressante. À un moment, il faut être à fond dans ce que tu fais. Puis moi, c'est comme ça que je le vois. Là, je suis en train de transitionner tranquillement pour sortir justement de la consultation. Parce que aussi derrière, je suis aussi en train d'aller chercher ma licence de courtier. J'attends juste de pouvoir passer l'examen. Ouais. J'ai fini tous mes cours. Là, dès que ils vont, je vais passer mon examen au mois de mars, mais ils l'ont décalé à cause du Covid. Mais dès que ça réouvre, je passe mon examen, je serai un courtier certifié au Québec. Donc, tu sais, tout ça fait partie un peu de ma logique d'aller dans une direction. Tu te mets à fond dans ce que tu fais là. Il y a pas de secret si tu veux que ça marche. Il y a un acteur intéressant là, j'ai oublié comment il s'appelle en France sur ces stratégies justement de construction. Il a créé un tools, je me rappelle le nom ne me revient pas là en tête. Et l'idée justement, c'est que pour se faire financer par les banques sur ces sujets-là, tu l'as dit, tu l'as mentionné, il faut de gros capitaux en termes d'apport, en termes de mise de fonds. Est-ce que ce que lui il a fait, c'est d'aller chercher comme ça. Il a créé un tool en fait de crowdfunding. Peut-être le nom, peut-être tu dois connaître le nom, où les gens peuvent venir mettre comme ça de l'argent. Ils sont pas propriétaires de ces bâtiments qui seront construits. Ils prêtent de l'argent pour espérer avoir une partie de de la rentabilité globale en fait. Ça lui permet en fait de constituer, si peut-être il va sur un investissement de disons peut-être 1 million et peut-être il faut un apport de 150 ou 200 000, il va réussir à se constituer 90 voire 100% de cet apport-là en crowdfunding avec peut-être une promesse de renta à 3% et aller à la banque, débloquer le crédit et réussir à faire la construction, le truc dans sa globalité et dégager je sais pas, du 10% ou du 12% et il n'aura que 3% à payer en fait à ses prêteurs en crowdfunding. Super intéressant. Sur le papier, en tout cas, c'est super intéressant. Dans la pratique, ça doit être assez complexe. Mais dès que c'est fait, c'est plutôt vertueux, je trouve. Parce que t'as des gens qui se font. C'est tout un marché parallèle qui se crée, quoi. C'est vertueux pour ces petits investisseurs qui peuvent pas forcément aller investir sur du gros bien, qui peuvent mettre des petits cachets. Je crois qu'on peut investir jusqu'à 20 euros, t'imagines? Donc, n'importe qui, Madame Michu, une X personne peut mettre un petit billet et gagner potentiellement un multiple dessus. Et lui, il va réussir à réaliser un plus gros projet avec ses différents investisseurs. On va le faire. Nous, on va monter avec Christophe, justement, on va monter un fonds d'investissement. La seule chose qu'il faut faire attention, c'est qu'au Canada, tu es soumis justement. Fonds d'investissement, c'est un crowdfunding basique, classique, comme on a l'habitude de voir. Ouais. Quand tu réfléchis bien, ça revient plus ou moins au même. C'est que tu prends de l'argent des gens et tu leur donnes une rentabilité. Et le fonds d'investissement, c'est une autre réglementation. En plus, le fonds d'investissement, tu mets ton argent et ça a une durée ça peut mettre 5 ans ou 7 ans avant que tu retires ton argent. Mais pour ces crowdfunding, c'est assez rapide. Tu peux rapidement faire en quelques mois, tu peux rapidement faire un x2, un x1, x3 sur ta mise en fonction de ce que tu as mis, bien sûr. Ce qui se passe, comme tu l'as dit, il y a des réglementations au niveau de l'AMF. Puis, vu les montants avec lesquels on parle, ça va prendre beaucoup de 20 euros pour pouvoir arriver aux mises de fonds qu'il nous faut pour construire la base, quoi. C'était juste la base. Il y a des gens qui vont bien sûr aller mettre du 10 000, du 20 000. Mais en fait, ça reste tellement ouvert et au point où je me rappelle qu'au moment où j'ai écouté cette interview, et il fallait une mise de fonds pour un projet. Je me rappelle plus exactement. Ça devait être un truc de 8 millions ou 10 millions. Il fallait une mise de fonds qui était pas loin de 1 million. Et ça, ils ont réussi à le rassembler sur leur plateforme en moins de 24 heures.
Imagine, en moins de 24 heures. Des milliers de personnes qui. Et en plus, je crois qu'il avait dit il n'y a que 20% des utilisateurs qui sont en France. Tout le reste, ça vient de l'international. C'est un peu ça aussi que nous, on se dit, c'est-à-dire, on a la chance, puis si tu connais un peu la France actuellement, la France, quand tu mets ton argent en banque, le livret A va te rapporter 1, et quelques pourcents. Nous, je suis très à l'aise de payer du 3, 4, 5% à quelqu'un parce que j'ai confiance dans les projets que je fais. Donc, nous, ce qu'on voit aussi, c'est la possibilité de monter une sorte de pool d'investisseurs qui soit au Canada ou à l'étranger et de pouvoir leur amener des projets dans lesquels ils seront actifs et qui vont leur amener une certaine rentabilité. Donc, c'est un peu tout ça qu'on va explorer aujourd'hui. Moi, je dis toujours, je ne vends pas quelque chose que je n'ai pas encore fait. Donc, on est en train de finaliser, d'avancer sur certains projets. Dès que ça va commencer, dès qu'on aura les chiffres au final, là, ça va être l'explosion, là, parce que on va aller chercher des gens qui ont beaucoup de sous, qui veulent investir, qui ne savent pas comment le faire, qui ont de l'argent qui dort à 2 ou 3% sur des CPG ou des livrets A, on va leur amener des rentabilités extraordinaires, tout en permettant, nous, derrière, de bâtir un parc immobilier et tout en permettant de leur monter aussi un parc immobilier. Donc, je peux dire que ça va être quelque chose d'assez spécial parce que le Québec est à construire. Hein. Le Québec est à construire. Pour l'instant, on parle du Québec, mais derrière, j'ai aussi j'ai des discussions actuellement avec des gens, comme je t'ai dit, au Mexique, où est-ce que potentiellement construire des resorts. C'est des gros fonds, mais tu sais, il faut marcher. Une fois que tu as marché, tu peux apprendre à courir. Une fois que tu sais courir, tu peux sprinter. Donc, une chose à la fois. Je viens de retrouver le nom. Il s'appelle Jean-Baptiste Velleux et l'application de crowdfunding s'appelle Limo, Lymo. MO. Donc, pour les gens qui s'intéressent d'aller un petit peu checker, c'est assez incroyable. C'est du, là, je réalise, c'est du 8 à 12%. Donc, c'est assez ouf. C'est assez ouf quand même, ce qui, c'est en termes de rentabilité. Et en plus, c'est ouvert à tout le monde. Et l'idée s'y prête bien, c'est assez en adéquation avec ce que tu essaies de vouloir mettre sur pied en moyen long terme. Peut-être 2-3 questions encore avant qu'on se sépare. C'est quoi ton obsession aujourd'hui? Mon obsession, c'est mon nombre de téléchargements. Pour vrai, je me lève tous les matins, je check mon nombre de téléchargements, qu'est-ce qu'on peut faire pour en avoir plus, qu'est-ce qu'on peut faire pour être connu, pour être plus connu, qu'est-ce qu'on peut faire pour lever des fonds. Je dirais c'est mon nombre de téléchargements puis la levée de fonds. Là on veut choisir les bons partenaires parce que tu sais, le cash, tu en trouves un peu partout. Hein. L'argent, c'est jamais ça le problème. Mais on veut trouver le cash qui vient avec les bons partenaires stratégiques pour nous permettre de nous ouvrir les bonnes portes pour nous amener au bon niveau. Donc, mon obsession aujourd'hui, c'est ça. C'est un maximum de téléchargements pour Webkey et avoir la bonne levée de fonds qui va nous permettre d'amener cette compagnie à un autre niveau. Tu es en train de lever en love money ou c'est vraiment avec des on est entre du angel et du seed, mais plus du business angel, je te dirais. Le love money, on a dépassé ce stade-là. Ah bon? Et est-ce que tu peux nous partager à peu près le ticket que vous cherchez à... Ouais, on a un ticket entre 200 et 250 000 à peu près, rough, si j'arrondis un peu. Puis, ça va être du convertible note, donc des notes convertibles en équité. Et ça, c'est quoi l'objectif c'est pour déployer ça sur essentiellement du marketing et ou vu que le développement est encore gros pour le moment? Développement de produits, lancer la version payante, marketing. Excellent. Est-ce que tu peux nous partager ta pire nuit blanche? Laquelle? Les nuits blanches, on continue, quoi. Pour moi, puis mon partenaire me le disait encore ce matin, Uriel, il faut que tu dormes. La réalité, c'est que aujourd'hui, je combine mon activité de consultant qui me prend quand même 40 heures par semaine, mais qui est quand même très lucrative. Donc, avant de faire la transition, je vais quand même pouvoir mettre certaines choses en place. Mon activité donc de développement de cette compagnie-là. Donc, tu sais, à ce stade-là, tu fais pas mal de tout. Hein. Donc, moi, avec mon partenaire, on rédige les spécifications pour nos développeurs. On fait du public relationship. On fait le support. Donc, on fait beaucoup de choses. On fait aussi justement tout ce qui est contact. Tu vois, ce matin, on avait une discussion avec des gens pour tout ce qui est intelligence artificielle, injection de capitaux. À 14 heures, là, j'ai un meeting avec quelqu'un pour justement du développement de terrain, de la construction neuve dans une ville pas loin de Montréal. J'ai un agenda pas mal chargé, mais je m'impose toujours de prendre du temps pour moi et pour ma famille. Et je te dirais que du coup,
mes journées de travail, mes vraies journées de travail où je peux vraiment commencer à me concentrer, ça commence à partir de 22 heures. Donc, il n'y a pas le jour où je travaille pas de nuit. Ma dernière nuit blanche, c'était, je pense, mercredi de la semaine dernière. C'est dont je me souviens, où est-ce que je devais fournir une spécification à un développeur pour qu'il puisse corriger quelque chose qui était urgent. J'ai travaillé jusqu'à 4 heures du matin, je l'ai poussé, puis le lendemain matin, mon partenaire a repris le flambeau, puis on travaille 24 heures sur 7 là, c'est comme ça qu'on roule aujourd'hui. Mais tu le sais, la vie d'entrepreneur, contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, c'est pas facile. Mais pour rien au monde, je changerais. C'est excessivement gratifiant. Le genre de choses que tu apprends, le genre de contact. Moi, j'ai des gens qui m'ont contacté sur LinkedIn suite à l'article qui est sorti dans la presse. Où est-ce qu'on me fait pour le produit? J'ai des gens qui nous ont demandé à travailler bénévolement pour nous aujourd'hui dans la compagnie, tellement ils croient dans le projet. J'ai des petits investisseurs qui me disent que c'est exactement ce qu'ils valent, ce qu'ils voulaient. On ne peut pas se permettre de laisser ces gens tomber là. On doit leur offrir une solution, on doit leur offrir quelque chose qui va vraiment leur permettre d'être plus en contrôle de leur investissement. Puis en parallèle aussi, on doit aussi pouvoir trouver une façon de le monétiser, continuer à grandir, générer des revenus pour pouvoir en faire plus. Donc c'est des journées qui sont très longues, mais très très gratifiantes. En parallèle, je vais aussi relancer ma chaîne YouTube une fois que j'aurai fait ma transition. On n'a même pas parlé de cette chaîne. On va la mettre aussi en description. C'est une source d'informations. Des mots de passe, ce sont des informations qui datent parfois d'il y a 2 ans et tout, mais elles sont toujours factuelles, actuelles. Avec un visu, je m'excuse, un peu pourri, mais l'information reste, l'information reste pertinente. J'ai pas une team de marketing de feu derrière moi comme toi. Non, franchement, c'est très pertinent. Moi, j'ai piqué plein de petits trucs là, de petites pépites à l'intérieur lorsque moi, j'étais pas très forcément à l'aise sur le marché canadien, même si ce n'est pas que de ça que tu traites. J'ai appris plein de choses là-bas moi, je pense que les gens seraient pas mal d'aller. Il n'y a pas de nouvelles vidéos actuellement, mais Ray vient de le dire. Il va update, il va rajouter des informations là-bas. Sûrement au-delà de IMO classique, il va parler aussi de Upkey sur cette chaîne-là. Uriel, je te remercie franchement pour ton temps. Pour les gens, c'est upkey.io. On va mettre tous en description la chaîne YouTube de Uriel aussi. Disponible sur App Store et sur Android. À toi. Un gros merci à toi. Puis, merci. Peut-être une dernière question, j'allais oublier. Ce podcast, il s'appelle Débrouillard. Donc, c'est quoi pour toi un débrouillard? Un débrouillard, c'est quelqu'un qui quand tu veux quelque chose, tu y vas. Tu cherches une solution, tu autodidacte, tu apprends par toi-même, puis tu appuies sur les gens autour de toi qui connaissent ça aussi. Il faut vraiment, c'est vraiment toujours trouver des solutions. Jamais se dire non, je ne peux pas. Pour moi, un débrouillard, c'est non, je ne peux pas, ça n'existe pas. Tu sais, il y a une chanson d'Adju est-ce qu'il dit dire je ne peux pas ne fait plus partie de mon vocabulaire. Demande à Serge Ibaka parce que je crois qu'il venait de gagner, avec les Toronto Raptors Les Raptors. La NBA Finals. C'est vraiment toujours trouver des solutions. Puis, il faut viser grand, en fait. Il faut viser grand, il faut voir loin. C'est sûr qu'aujourd'hui, tu te vois petit, mais il faut que tu t'imagines où est-ce que tu vas être dans 5, 10, 15, 20 ans. Il faut que tu fasses tout en conséquence. Je t'ai parlé de mes projets de construction en Afrique. Tout ce que je fais aujourd'hui est aligné sur ça. Puis, on a une seule vie, donc il ne faut pas la gaspiller. Il ne faut vraiment pas la gaspiller. Il y a aussi des réalités, tu dois payer des factures, mais à un moment, il faut que tu trouves un setup qui te permette de pouvoir payer ces factures-là, mais de pouvoir vraiment investir ton temps sur ce qui est important pour toi. Et pas continuellement dépendre entrer dans le moule comme tout le monde. Il faut que tu trouves des solutions pour pouvoir te racheter du temps et investir ce temps-là dans ce qui est important pour toi. Et pour moi, un débrouillard, c'est un gars qui a compris ça et qui est capable en permanence d'aller chercher des solutions pour pouvoir atteindre ses rêves. Excellent. Je te remercie, Uriel. On t'écrit sur LinkedIn. C'est quoi le meilleur moyen Le meilleur moyen sur LinkedIn, c'est LinkedIn ou sinon pour tout ce qui est relatif à l'application, donc c'est Upkey, donc UPKY.io. Puis on a une boîte email qui s'appelle info@upkey.io. Sinon sur LinkedIn. Effectivement, il y a aussi un truc là, je crois que vous partagez des infos sur la newsletter. Il y a un endroit justement pour ajouter son email et recevoir des mises à jour comme ça sur le produit, sur l'actualité, sur la partie blog qui sera aussi bientôt disponible, j'imagine, avec les articles et afférents. Donc, je te remercie, Uriel. Je te souhaite vraiment bon vent pour ce projet-là et j'ai hâte de recevoir de nouveau sur le podcast pour justement que tu nous donnes les updates sur
sur ce qui a été fait entre-temps, la levée. On se donne rendez-vous, je sais pas, dans 6 mois peut-être. Ça marche. Même avant, s'il se passe de quoi, je te tiendrai en compte. De toute façon, on communique assez souvent, donc on se refera un petit podcast pour justement tenir un peu tout le monde informé. Excellent. À très vite, Auriel. Ciao, ciao.